Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Bonsoir à tout le monde. Et je vous propose dans un premier temps de désigner la secrétaire, Madame Magnier. Y a-t-il une objection? S'il n'y a pas d'objection, Madame Magnier est désignée comme secrétaire et je lui passe la parole. Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Madame Valérie Forniez. Madame Annabelle Villet. Monsieur Rudy Bardi. Présent. Madame Colette Fauveau. Présent. Monsieur José Henrard. Présent. Madame Magnier Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présent. Monsieur Raymond Demory. Présent. Madame Thérèse Louvion. Présent. Monsieur Bernard Scribzac. Présent. Monsieur Patrick Van Lede. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Présent. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Monsieur Christophe Terret. Présent. Madame Naïma Oud. Madame Magali Potel. Pouvoir. Monsieur Michael Lefebvre. Pouvoir. Monsieur Christophe Etch. Monsieur David Aumont. Présent. Monsieur Enrico Boticchio. Présent. Madame Martine Mel. Présent. Monsieur Fabrice Zaramba. Présent. Monsieur Joris Vizocchi. Présent. Monsieur Stéphane Gajewski. Présent. Monsieur Maxime Potel. Madame Lucette Vanesse. Merci. Merci Madame Magnier. Je vous propose de passer à l'adoption du compte-rendu du dernier conseil municipal du 18 juin 2025. Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas d'observation, il est validé. De même, vous avez donc l'ensemble des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des demandes d'informations spécifiques sur ces décisions? Oui, quelques précisions, Madame le maire, sur la 51, l'aménagement commande publique, signature d'une mission de diagnostic immobilier. Pour le logement situé 75 rue Émile Zola. C'est la maison Oui. qui est à vendre? Oui. Ok. Et après, sur la 53, aussi, c'est pareil. Un litige lié à un permis de construire. Signature d'une convention d'honoraires avec Célas Bignon. On vous fournira la décision. Mais c'est pas litige? Je ne sais pas. Je vous avouerai que je n'ai pas en mémoire cette... On va regarder. On va essayer de vous donner la réponse. Et sur la 57, signature du marché de prestations de services pour les assurances 2026-2030. Oui. C'est-à-dire que ça arrivait à échéance ici en 2025? Oui. Ok. Voilà, mais on a anticipé pour des raisons, on l'avait expliqué quand on avait fait la commission d'appel d'offres. On a anticipé pour des raisons qui sont inhérentes à toutes les communes, puisqu'il est très difficile aujourd'hui d'assurer les biens communaux. Et donc, voilà. Mais c'est le renouvellement qui a été adopté lors de la dernière commission d'appel d'offres, où M. Boticchio était présent. Et puis une petite question sur la 73, la signature d'un prêt d'un montant de 2 millions d'euros auprès de la Banque Postale. Oui. C'est quoi la question? Simplement de savoir la signature d'un contrat de prêt d'un montant de 2 millions d'euros auprès de la Banque Postale. C'est ce qui était prévu au budget, c'est ce que vous nous avez demandé, c'est ce qui a été acté à la dernière... Pardon? Vous avez passé le contrat. Oui. Ok. Et les fonds seront versés le 15. C'est bon? D'autres questions? Moi, je souhaiterais intervenir, Madame le maire, avant l'ouverture de l'ordre du jour. Je souhaite intervenir sur un point de procédure, le manque de publicité relatif à ce conseil municipal. Permettez-moi de commencer par un constat pour le moins curieux. La publicité de cette séance n'a été effectuée qu'hier matin et à ma connaissance uniquement sur Facebook. Aucune affiche dans les commerces, aucun avis sur les panneaux d'affichage municipal, rien dans les lieux habituels. Autrement dit, vous avez prévu une séance publique sans public. Alors, je ne sais Vous pas. semblez... Hein? Vous pouvez me laisser terminer? Oui. Vous semblez avoir choisi d'appliquer la loi dans sa forme la plus stricte,
sans tenir compte de l'esprit de transparence et de participation citoyenne qu'elle implique. Oui. Pourtant, l'article L 21-21-18 du Code général des collectivités territoriales est limpide. Les séances du conseil municipal sont publiques. Tout à fait. Ce D'ailleurs, il y a du principe ne public. se résume pas à laisser la porte de la salle ouverte, encore faut-il que le public soit effectivement informé dans un délai raisonnable par des moyens visibles et accessibles. Ok. Une publication sur un réseau social, la veille, aussi moderne soit-elle, ne saurait constituer une publicité régulière au sens du CGCT. Et permettez-moi de rappeler que vous avez déjà été rappelé à l'ordre par monsieur le sous-préfet pour avoir limité le droit d'expression de l'opposition dans le bulletin municipal. Ah, ce sont deux Décidément, choses la différentes. transparence semble chez vous une notion assez théorique. Certes, les convocations ont bien été adressées aux conseils municipaux dans les délais, ce qui permet formellement de tenir cette séance, mais l'absence d'une information suffisante du public constitue une non-conformité de procédure susceptible de fragiliser la validité de nos délibérations. Très bien. La jurisprudence est constante à ce sujet. Le Conseil d'État, commune de Cournon d'Auvergne, le 27 février 1987, l'absence d'information du public rend la séance irrégulière. La Cour administrative d'appel de Lyon, commune de Feur, le 17 mai 2011, la publication doit être réellement préalable pour permettre la présence du public. Le tribunal administratif de Versailles du 12 avril 2016, une publication la veille ou le jour même est insuffisante pour garantir le caractère public de la séance. Autrement dit, un post Facebook publié la veille ne constitue pas une publicité effective au sens du CGCT. En pratique, l'information doit être diffusée au moins 3 jours francs à l'avance, idéalement 5. Et par des moyens accessibles au plus grand nombre, affichage en mairie, panneaux lumineux, commerce, site internet, etc. Or, dans le cas présent, ces conditions n'ont manifestement pas été réunies. Je ne suis pas ici pour polémiquer, mais pour rappeler la légalité et la légitimité de nos décisions reposent sur la transparence et la bonne information du public. Faute de quoi, toute délibération adoptée aujourd'hui pourrait être contestée devant le tribunal administratif pour vice de forme. Je vous demande donc, Madame le maire, de bien vouloir préciser à cette assemblée comment la publicité de cette séance a été concrètement assurée. Et je souhaite, que la présente intervention soit également consignée au procès verbal. Je vous remercie. Alors, je vais répondre tout simplement à votre question. Effectivement, vous l'avez dit, la publicité n'a été faite hier que sur Facebook. C'est un défaut de communication, je le reconnais. Et donc, ça sera précisé dans le compte-rendu et votre intervention dans son intégralité sera précisée au compte-rendu. Ceci dit, est-ce que l'ensemble du conseil municipal souhaite qu'on maintienne cette séance? Oui. Très bien. Merci. Monis. Je voudrais poser une question à M. Zaramba et demander pourquoi c'est maintenant, au bout de 6 ans, qu'il demande et pose cette question. C'est parce que c'est la première fois que ça arrive. Voilà, Ah, c'est ça d'accord, exactement. voilà. D'habitude, Auparavant, ça n'existe pas, donc mais- ça va, on a droit à l'erreur. Si c'est la Mais première fois que ça C'est une arrive. irrégularité du... Voilà, si aujourd'hui, logiquement... Non, mais on a conseil bien ne acté qu'on devrait pas se tenir... On a bien acté votre intervention, monsieur Zaramba. donc, qu'est-ce merci. qu'on fait alors, du coup? On acte votre intervention et on continue le conseil municipal. Très bien. Merci. Voilà. Sur Facebook, il a dit qu'on doit informer par Internet. Et oui, mais dans des délais qui n'ont pas été respectés cette fois-ci. Non. Ok, donc je clôture cette question et je vous informe également sur ce conseil municipal du retrait de la délibération numéro 5 suite au courrier de désistement reçu ce jour de la part de monsieur Selimovic concernant l'achat du bien 675 rue Émile Zola puisqu'il retire son offre. Donc on retire la délibération du conseil municipal. Voilà. Dans un premier temps, et avant de passer aux délibérations, je tiens à vous informer et à informer le conseil municipal de la réception d'un courrier de madame Mel Martine, conseillère municipale de la liste d'opposition Agir Autrement, qui nous informe de sa volonté de se désolidariser de sa liste et donc de garder son indépendance de conseillère municipale jusqu'à échéance de son mandat.
Ensuite, Oui, je voulais intervenir, Madame le maire. Nous saluons l'arrivée de Madame Mel dans la majorité et nous lui souhaitons une pleine réussite dans ce nouveau cadre. Nous garderons le souvenir d'une élue discrète et parfois singulière dans ses votes, des qualités qui, on n'a pas douté, s'accorderont parfaitement avec votre groupe. Et je laisse, je pense, la parole à Monsieur Boticchio, qui voulait intervenir aussi sur le sujet. si vous permettez, je vais moi-même lui laisser la parole, puisque c'est moi qui tiens l'Assemblée. Merci, Monsieur Boticchio, à vous la parole. Première chose, je voudrais aborder le sujet. Madame le maire, l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales impose la réunion du conseil municipal une fois dans le trimestre. Or, le dernier conseil a eu lieu le 18 juin. Celui d'aujourd'hui intervient hors du délai légal. Je souhaite que ce manquement soit simplement noté au compte-rendu afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Ça sera noté. Ensuite, je vais faire part de notre réflexion sur Madame Mel. Donc, Madame le maire, mes chers collègues, nous avons pris acte du courrier de Madame Martine Mel qui nous informe de sa décision de quitter le groupe Agir Autrement tout en conservant son mandat. Elle n'exprime aucun désaccord de fond dans ce courrier. Elle évoque seulement une distance avec les autres membres de groupe, ce qui montre bien que ce départ n'a rien de politique, mais relève d'un choix personnel et opportuniste. Madame Mel a été élue sur la liste Agir Autrement grâce aux électeurs qui ont fait confiance à une équipe et à un projet collectif. Son mandat lui appartient juridiquement, certes, mais elle porte avant tout la responsabilité des engagements pris devant les Fresnois. Sans ce projet, sans cette équipe, il n'y aurait pas eu de mandat. Depuis le début de cette mandature, elle s'est tenue en retrait. Jamais de prise de parole, peu de soutien en opposition, et même voire des votes contraires à plusieurs reprises. Une attitude d'autant plus surprenante qu'elle figurait en 4e position sur notre liste en 2020, ce qui impliquait un rôle actif assumé au sein de l'équipe. À moins de 5 mois de les élections, ce revirement de majorité vers la majorité ne peut être perçu que comme un calcul d'opportunité et non comme une décision de conviction. Madame le maire, nous vous souhaitons beaucoup de courage avec elle, car ce genre de comportement révèle l'absence de loyauté et de conviction dans sa démarche. Pour notre part, nous restons fidèles à nos engagements pris devant les Fresnois en 2020 et nous défendrons jusqu'au terme de ce mandat. Les électeurs, eux, jugeront. Merci. Merci pour votre intervention. Juste une minute, Madame Mel, avant que vous répondiez. Je tiens à signaler que j'ai simplement relevé que Madame Mel Martine, conseillère municipale, nous informait de sa volonté de se désolidariser de sa liste et de garder son indépendance. En cela, ça ne veut pas dire qu'elle rejoint la majorité municipale, et si elle a une réponse à vous apporter, je la laisse prendre la parole si elle le souhaite. Merci Madame le maire. C'est tout à fait logique que je parte de la Agir Autrement, puisque de toute façon, quand ils font un conseil municipal, je ne suis jamais au courant de rien. On me le dit juste au conseil municipal, là tu votes ceci. J'ai attrapé plusieurs fois Monsieur Zaremba en lui demandant pourquoi il agissait comme ça avec moi, puisque c'est pas mon premier mandat, je sais très bien ce que c'est que d'être élu. Donc maintenant, si Monsieur Zaremba le prend autrement, et Monsieur Boticchio, qui au départ n'était pas présent, il commence à être présent maintenant parce que ça va être les élections, il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu et qu'il me laisse tranquille, et puis ses réflexions à mon sujet, il peut se les garder. Bien, on va clore ce débat. Chacun a pu s'exprimer. Je vous remercie. Je vous propose de faire un petit tour des projets qui sont en cours sur la commune, puisque vous le savez, il y a de multiples chantiers qui sont en cours et je voulais vous apporter quelques informations concernant le suivi de ces chantiers. Donc on a dans un premier temps les logements de la cité Soult, l'opération portée par Maison et Cité de ce côté-là, et pour l'instant, pas de problème signalé spécifique et donc rien à signaler. Sur l'ancienne cité Soult, un travail est en cours avec le bailleur Partenor pour la requalification des fonds de parcelles qui bordent le long de la rue de la Paix. On est allé sur le terrain cet après-midi même, avec deux principes conjoints, des fonds de parcelles qui vont être donc repris par Partenor Habitat et qui seront donc tous identiques, et une couverture végétale qui
il y a une partie qui est bien couverte, mais il y a une partie qui reste encore à mettre pour préserver l'intimité des locataires. Après, sur ce site, viendront ensuite les clôtures à l'interne de la résidence qui seront changées et pour l'instant, nous attendons les propositions du bailleur. Sur les clôtures, il en est de même sur le site des Coquelicots, voilà, de la rue des Coquelicots, où les barrières, alors je vais laisser la parole à monsieur Sibyl, mais où les fonds de jardin sont actuellement en rénovation. En fait, comme les fonds de jardin n'avaient jamais été complètement clôturés par le bailleur, on a demandé à ce que ce soit repris. Ils ont commencé donc par le fond du lotissement quand on est dans la rue des Moulins. Comment c'est cette rue-là ? Rue du Moulin. Voilà, je confonds toujours le chemin du Pierre et rue du Moulin et le champ du Moulin. Et donc en revenant progressivement vers le début de la résidence, ils vont poser le même type de clôture avec des claustras gris anthracite de manière à ce que ce soit harmonieux. Et cet après-midi, on a évoqué une hauteur suffisante parce que les maisons étant légèrement en contrebas pour éviter qu'en passant en voiture, on voit trop ce qui se passe dans les maisons. Et donc, ce sera fait incessamment. Ok, merci. Autre information, pour la place Vaillant-Couturier, le projet d'aménagement de l'ancienne grainerie Savary va donc commencer avec une réunion d'information aux riverains qui aura lieu le 15 octobre prochain en mairie. Sur les logements de la rue Barbier, le chantier suit son cours et la livraison est prévue pour fin d'année 2026. Pour l'instant, on ne constate aucun retard sur le chantier. Pour le projet de réhabilitation de la gare, le chantier est bien avancé. La livraison du bâtiment est prévue pour la fin de l'année 2026. Sur le projet d'extension du centre social, le bâtiment sera également livré dans les délais liés au financement de la CAF pour la fin d'année 2026, certainement le mois prochain. On prévoit une réception des travaux aux alentours du 20 novembre. Sur la rue Gambetta, la rénovation se poursuit. On a la première phase du château du Douanier vers la rue de la Liberté où les travaux d'assainissement sont réalisés dans les délais annoncés. Les bordures sont en cours de pose. Les enrobés seront coulés certainement très prochainement et on prévoit la fin de cette première phase pour la fin novembre. Ensuite, on commencera la deuxième phase qui va donc du château des Douaniers vers la rue Victor Hugo et là la fin des travaux est prévue pour février 2026. Alors conjointement à ce chantier de la rue Gambetta et en écoute aux riverains de la rue Benoît-Monfroy qui nous avaient informé des difficultés liées aux travaux qui avaient été faits par le cycle de l'eau et des reprises qui faisaient que la rue était plus ou moins zébrée, entre guillemets, hein, c'est pas les bons termes. Je vous informe que là, on a prévu de faire de gratter la rue et de refaire un tapis d'enrobé afin d'effacer ces multiples reprises. Et puis, sur cette rue-là, on est en train d'étudier également la reprise de certains trottoirs, mais là, on attend encore les devis pour trancher ce sujet. Sur le marché d'entretien, les divers travaux ont été engagés. On a eu des travaux pour réguler l'affaissement qu'il y avait dans la rue Mancel, là où il y a le petit îlot central où il y avait un affaissement. Donc on a repris, on a fait de l'aménagement piétonnier autour de l'école Ferry. Il y a eu des reprises en trottoir sur diverses rues et il y a une mise en accessibilité aussi de la place PMR au niveau du parking du cimetière, si je me souviens bien. Voilà. Une info qu'on vient de recevoir aussi hier soir par le bailleur SIGH. Il s'agit là donc de la cité des Alouettes où la SIH nous annonce que, comme nous l'avions demandé, les travaux de rénovation de façade de la résidence Jean Ferrat et de la rue Jacques Brel seront entamés en novembre. Les travaux commenceront donc par les maisons et les collectifs seront traités en 2026 puisque sur les collectifs, il y aura
non seulement la rénovation des façades, mais il va y avoir des travaux d'étanchéité et notamment de couverture des parties communes des immeubles collectifs. Pour mémoire, on a les escaliers qui sont pour l'instant à l'air libre, j'ai envie de dire, et donc ça va donc être couvert pour faciliter la vie des riverains. Voilà. Donc ça commencera en novembre. Voilà pour les informations sur les travaux. Pour la rue Jean Jaurès, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard puisque vous avez posé une question à ce sujet-là et on y répondra tout à l'heure. Ces informations données lors du dernier conseil municipal, vous m'avez demandé de modifier les termes de la convention sur la mise à disposition des terrains en lien avec le CCAS pour l'archipel nourricier. Donc ça a été fait, toutefois avant de vous les représenter, ça doit être validé par le CA du CCAS. Donc ça sera validé au prochain CA au CCAS et après on vous fera le retour. Également, dans ce que vous nous avez demandé la fois dernière, vous avez demandé un bilan de l'action de la police municipale et donc le chef de la police municipale est présent et va nous faire ce bilan et nous en profiterons donc pour répondre à la question que vous avez posée au sujet des dépôts sauvages puisque ça fait partie de l'ensemble. Donc je vais demander à Aymeric de venir à côté de moi et je vais lui céder le micro afin que nous puissions le laisser faire le bilan au bout de combien de mois de fonctionnement ? 10 mois. Puisqu'on n'est pas encore à l'année pleine. Hein. On est sur 10 mois de fonctionnement de notre police municipale. Bien. Bonjour à tous. Donc pour information, le service actuellement en place a seulement 10 mois de service. On n'est pas encore sur une année complète. Faut bien prendre conscience que 10 mois c'est très très court en termes d'effectifs pour mener l'ensemble des actions qu'on a pu mettre en place. Petit rappel sur la structure du service, on est actuellement sur 3 agents, moi en tant que responsable et 2 autres agents. Aujourd'hui, un agent a fini sa formation, donc on est sur une période assez compliquée, dans le sens où un agent est revenu de formation, un autre est parti, j'ai été seul pendant une période, donc c'est une année qui est assez assurée. Au niveau des actions, elles ont été un petit peu compliquées, mais là je vais vous donner un petit bilan qui va vous permettre un petit peu de mesurer l'ensemble des actions qu'on a pu mettre en place. Il faut prendre en compte que le territoire et le service PM ont répondu à des problématiques un peu particulières, c'est-à-dire qu'il a fallu analyser tout l'ensemble du territoire qu'on a pu avoir, construire le projet commun avec les agents et avec la mairie et avec Madame le maire. Les 2 items qui sont sortis principalement de toute notre vie, ça a été essentiellement des problèmes de stationnement et des problèmes de dépôt sauvage. À savoir que l'ensemble de la commune a été sujette à énormément de véhicules ventouses, donc il a fallu répondre rapidement à tout ça avec une convention de service avec une fourrière pour permettre l'enlèvement de l'ensemble de ces véhicules. Dans l'immédiat, quand j'ai pris en compte le service, un service objet trouvé n'était pas actif. Il a fallu le créer, alors c'est une création de service au sein du service, c'est une création administrative, donc il a fallu faire un bilan, tout simplement, de ce qu'on avait en objet trouvé dans la commune pour après déjà libérer ce qu'on avait gardé pendant des années. Dans la commune, nous avions en tout un nombre important de pièces d'identité qu'il a fallu remettre à des services et à des structures particulières. Donc renvoyer toutes les cartes d'identité, renvoyer les passeports, renvoyer les cartes vitales, renvoyer des cartes d'électeurs, enfin plein de choses qu'on ne pouvait pas garder. Des objets dépassaient les délais légaux de conservation. Donc la loi autorise la destruction immédiate de ces papiers, de ces téléphones portables, des différents sacs. Donc tout ça, ça a été libéré, ce qui fait que ça a permis de remettre à flot et à zéro l'ensemble du service. Sur la partie des fourrières, donc là ça a été le gros point, le gros point qu'il a fallu rapidement mettre en place. Actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 54 mises en fourrière. Il y en a encore une aujourd'hui. Donc le document n'est pas à jour, mais parce que voilà, il y a eu une fourrière aujourd'hui. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ces mises en fourrière
Il y a plusieurs façons de les procéder. Il y a des récupérations qui sont faites par les propriétaires, il y a des destructions qui sont ordonnées par la préfecture, il y a aussi des fois des saisies qui sont ordonnées par le service des domaines. Donc là, sur l'ensemble des véhicules qui ont été mis en fourrière, sur les 54, j'ai 21 véhicules qui ont été récupérés par leurs propriétaires, ce qui donne un taux très important de véhicules détruits. On y est quand même à 28 destructions de véhicules. J'ai des propriétaires qui ne se sont pas fait connaître du tout. Donc dessus, avec les délais légaux, la préfecture, avec le nouveau système de mise en fourrière, dans les 15 jours qui suivent, le véhicule est détruit. Donc il est recyclé et on n'en parle plus. Des habitants de Fresnes, l'extérieur? Pas toujours. Non, pas toujours. Une chose qui est un peu particulière et que j'ai pu avoir dans... S'il vous plaît, excusez-moi de vous couper. Et quand vous parlez de mise en fourrière, c'est des véhicules qui traînent au niveau du stationnement. Ça se passe comment? C'est toutes les infractions au code de la route. Donc c'est à la fois des infractions qui sont à la fois des gênes de stationnement, des véhicules abandonnés, des véhicules accidentés. Sur l'ensemble de ces mises en fourrière, il y a eu une chose un petit peu particulière, c'est que j'ai eu une ordonnance immédiate du tribunal pour aller saisir un véhicule. C'est absolument c'est rare, mais ça a eu lieu. Mais c'est une constatation que vous faites quand vous allez sur le terrain. Ça se passe comment? C'est des constatations qui sont faites quand on a en fonction des remontées des riverains ou en fonction de ce qu'on peut découvrir en patrouille. D'accord, ok. Voilà. Dans les mises en fourrière, 4 véhicules ont été récupérés par le service des domaines, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui étaient dans un état assez intéressant et qui avaient une valeur marchande qui pouvaient être revendus. Donc le service des domaines s'est saisi de ces 4 véhicules. Et pourquoi le service des domaines s'est saisi de ces 4 véhicules? Alors ça, c'est le service des domaines. En fait, le véhicule est expertisé par un service un peu particulier. C'est que j'ai quelqu'un qui vient directement au niveau du gardien de fourrière, qui considère que le véhicule a une certaine somme, ne nécessite pas un démantèlement ou un retraitement en recyclage, donc il peut être revendu, en sachant que ces 4 véhicules-là avaient été saisis avec les clés. Donc ils avaient été mis en fourrière avec les clés, donc les gens étaient venus déposer quand même les clés après derrière, et donc du coup ils ne pouvaient pas le récupérer. Alors, après c'est des raisons personnelles, mais voilà. Une demande avait été faite aussi au niveau de la partie du CSU, donc du centre de supervision urbaine, notamment les caméras de la commune. Actuellement sur la commune on a plus de 115 caméras, ce qui est un déploiement qui est quand même fort intéressant. Sur toute cette période-là, il y a eu une période un petit peu compliquée où il y a eu énormément de demandes de différents services, donc notamment la gendarmerie nationale et la police nationale. 14 réquisitions judiciaires sont tombées. On m'a demandé d'exploiter énormément de vidéos. Alors ça a découlé sur plusieurs affaires différentes. On a eu affaire à des délits de fuite, des procédures pour des trafics de stupéfiants, des refus obtempérés au niveau des forces de l'ordre, des dégradations de biens privés comme des dégradations de biens publics, notamment des biens de la commune, quelques cambriolages, mais aussi beaucoup d'atteintes physiques aux personnes, donc des agressions directement sur la voie publique. Sur les 14 réquisitions judiciaires qui sont tombées, il y en a eu 12 qui ont permis la résolution des affaires. Ça a fait quasiment 80% des affaires résolues grâce à ce système-là. Sur 115 caméras, c'est vraiment un très très bon taux. Et pour quelle couverture au niveau des caméras? Vous parlez de 115, ça couvre quel secteur en particulier? Alors le déploiement au niveau des caméras essentiellement est fait sur le centre-ville. Vous en avez après d'autres qui sont déportés sur certains sites, au niveau des écoles, au niveau de certains bâtiments communaux. Là actuellement en fait le plan est assez disparate et ça répond surtout à des demandes particulières ou à des faits antérieurs, donc sur lesquels on va se positionner. Donc là le système va après amener à se développer aussi encore. Voilà. Ouais. C'est ça. Au niveau du travail qui a été fait avec la police nationale, puisqu'on dépend du commissariat de Condé, on est sur 22 opérations conjointes qui ont été menées avec les services de police nationale. Sur ces 22 opérations, c'est essentiellement du travail en commun. Ce genre de travail-là est absolument essentiel et assez nouveau, on va dire, dans le territoire. Ils sont demandeurs de personnel, donc forcément si on est là, forcément on s'y prête. La majorité de ces opérations ont permis, au mois de mars, le démantèlement d'un trafic de stupéfiants avec une saisie de quasiment plus de 2 kg de matières stupéfiantes, des découvertes d'armes à feu, des découvertes de couteaux. On a eu des perquisitions qui ont été menées avec notre service au niveau de certaines rues et certaines habitations de riverains pour découvrir des cultures de plantes de cannabis.
Il y a eu une saisie importante de billets pour une valeur de quasiment de 13 000 euros au domicile de quelqu'un. Énormément de préparation parce que ça met beaucoup d'acteurs au sein de ces actions. Principalement la brigade spécialisée de terrain de la police nationale de Condé qui est pilote généralement sur ces opérations-là. L'unité cynophile de Lille est venue, de Frelinguin. On a eu quelques opérations conjointes qui ont été menées aussi à la demande de Lille avec l'unité drone. Donc on a pu faire des contrôles avec le drone de la police nationale, la brigade des caisses de Lille et en même temps les unités motocyclistes du secteur dans le cadre de police de la route. 22 opérations en 10 mois, c'est considérable. C'est absolument considérable. Ça prend énormément de temps, ça prend 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais il y a un travail préalable qui est très important auparavant. C'est vraiment une chance d'avoir ce nombre de services avec eux. Et ça concerne principalement la commune ou c'est... c'est que la commune. Que la commune, ok. C'est que la commune. Là, je vous donne le chiffre des 22 opérations, c'est uniquement la commune. Est-ce que ça comprend les rodéos, la vérification des rodéos sur le Cavalier? Oui, c'est ça. C'est que l'opération avec les drones, avec la brigade équestre sur tout le chemin Cavalier et le chemin piétonnier, c'est que ça. Donc là, on est sur un domaine intercommunal. Alors, je demandais si ça concernait également les opérations de rodéo qui sont menées pour la sécurisation du cavalier Somain-Perouet. Et donc, la réponse est oui, vous l'avez entendu. Et donc, je dis là, on est sur du domaine intercommunal du coup, qui relie l'ensemble des polices municipales de Condé, Vieux-Condé, Fresnes et le commissariat Ernie et la police belge. Mais c'est sur des opérations spot, je veux dire. C'est pas des opérations... C'est des opérations qui sont régulières. Elles n'ont pas lieu toutes les semaines, effectivement, etc. Mais elles ont lieu, je sais pas, 4 à 5 fois l'an. Enfin, c'est les services de police nationale qui nous informent et demandent à ce qu'on mette à disposition les agents de la police municipale. Enfin, mettre à disposition la collaboration des agents de la police municipale pour ces opérations. Donc là, je vous ai dressé un petit bilan rapide sur les différents chiffres que vous aviez souhaité avoir sur l'action du service. Actuellement, il y a eu 50 rapports rédigés et transmis à la police nationale ou à la gendarmerie, mais principalement à la police nationale. Sur ces 50 rapports, on a un peu de tout. On a des rapports de constatation, on a des procès-verbaux de contravention, on a des rapports de mise à disposition, donc c'est des interpellations de personnes. Il y a quand même eu une belle activité. C'est un beau chiffre. Franchement, vous avez sur le nombre d'agents au prorata, on a l'activité quasiment de 8 personnes, comparé à ce qu'on a pu voir auparavant. C'est pas que les Fresnois sont perturbateurs, c'est qu'il y a de l'activité. Ça vient pas forcément des Fresnois, ça peut venir de l'extérieur aussi. Ça bouge. Donc c'est une activité correcte. Voilà. En nombre de verbalisations sur le territoire, on est actuellement sur 172 contraventions. Juste, ça rentre pas en compte des délits ou de ce qu'on peut avoir, c'est juste de la contravention simple. 172 contraventions, on a 2 items principalement qui sortent. C'est essentiellement des problèmes de stationnement, des règles de stationnement basiques, des non-respects simples. On a fait des contrôles vitesse qui ont été avec le marathon de la vitesse avec la police nationale qui a été mis en place en mois de juin de mémoire. Il y a eu très peu. On a 10 personnes qui ont été verbalisées pour des excès de vitesse, dont un excès de vitesse assez important, à plus de 30 km/h. Mais sinon, ça reste soft. Je vais être simple. Après, derrière, le gros respect, c'est le sens interdit sur la commune, où les gens en fait ne respectent absolument pas les sens interdits et franchissent délibérément certaines rues qui sont en sens interdit pour rejoindre leur domicile. Donc, il y a eu ça, c'est uniquement les chiffres à notre échelle du service. Ça prend pas en compte les chiffres de la police nationale, parce que je sais qu'il y en a eu d'autres qui sont aussi importants. Donc là, je vous ai juste sorti les chiffres du service. Après, ça reste des petites infractions mineures, des usages de téléphone portable, des non-respects de stop, des feux rouges fixes, des non-respects d'arrêtés de police. Donc ça
C'est par rapport à des arrêtés qui ont été édités, les gens n'étaient pas présents, donc ils ont laissé leur véhicule, donc tout ça, ça reste des contraventions basiques. Donc, voilà. Ouais, on avait pu lire aussi sur le Facebook qu'il y avait des incohérences par moment au niveau des arrêtés municipaux qui étaient pris, où les gens ne savaient pas trop et on les verbalisait pour autant, quoi, alors que l'arrêté n'était pas valable le jour J. Alors, les arrêtés sont pris en temps et en heure par différents services. Je parle de la rue Georges Jaurès, un exemple. Alors après, il y a des arrêtés qui sont pris par des services urbanisme, des services travaux. Enfin voilà, il y a des arrêtés qui sont pris par les services de la police. Après, tout est pris. Hein. Concernant les verbalisations, les gens pensent que lors d'un contrôle, ils sont forcément verbalisés. Ils ne le sont pas forcément. Il faut bien se rendre compte entre ce que les gens expriment sur des réseaux sociaux et ce qui est réellement fait par le service. Il y a vraiment Oui, je comprends, mais ceux qui ont discuté de ça sur les réseaux ont bien été verbalisés suite à un arrêté qui n'était pas vraiment... Théoriquement, les gens qui sont S'il y a des problèmes de ce type, il faut qu'ils viennent vers la police municipale et puis qu'ils apportent les... Non mais attendez, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Qui viennent vers la police municipale et qu'ils apportent les justificatifs pour qu'on puisse régulariser la situation. Si toutefois il y a à régulariser, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis sur les contraventions qui sont éditées, de toute manière, les gens sont quand ils reçoivent l'avis de contravention à leur domicile, ils ont la requête en exonération. Donc là-dessus, après derrière, ils ont le levier pour contester l'infraction au niveau de l'OMP. Si les gens montrent qu'il y a une irrégularité dans l'arrêté ou dans la verbalisation, il n'y a aucun souci là-dessus, ça ce sera suivi. Hein. Mais théoriquement là, alors aujourd'hui, j'ai personne qui est venu se plaindre au niveau du bureau pour me montrer une faille dans les verbalisations. Non, mais lors des travaux aussi. Les travaux qui allaient débuter rue Georges Jaurès, il y a eu une incohérence au niveau de l'arrêté qui était pris. C'est ce qui était ressorti au niveau... Oui, non, mais ça ressort sur les réseaux sociaux et moi je l'ai lu tout comme vous l'avez lu, monsieur Zaramba, mais concrètement, les gens savent le faire puisque de toute façon, avant qu'il y ait la police municipale, les gens venaient me voir. Et donc on est déjà intervenu à plusieurs reprises sur des situations litigieuses où effectivement les gens avaient raison, faut le dire. Et donc on est intervenu et comme le dit Emeric, la situation a été traitée. Enfin, à cette époque-là, pas par toi, puisque tu n'étais pas présent, mais en tous les cas, la situation a été traitée. Donc là, travaux, pas travaux, etc., s'il y a une irrégularité et une incohérence entre l'arrêté qui a été pris et l'amende, il suffit que la personne vienne au service et on fera les démarches nécessaires. Donc là, on va aborder la deuxième grosse problématique qui a été identifiée sur la commune, c'est à savoir les dépôts sauvages. Sur les dépôts sauvages, ça répond en même temps à votre question écrite. Je la reprends pour que tout le monde en soit informé. Dans la publication sur le Facebook du 8 août 2025, la commune annonçait que plusieurs auteurs de dépôts sauvages avaient été identifiés, que des procédures judiciaires étaient en cours, que la mairie s'était portée partie civile et que des sanctions pouvaient aller jusqu'à 1 500 € d'amende et la saisie des véhicules. Afin de mieux comprendre la portée de cette communication, pourriez-vous préciser combien d'auteurs ont effectivement été identifiés depuis le début de l'année 2025 et combien de plaintes la commune a-t-elle déposées? Quelles suites judiciaires ont été données à ces affaires? Condamnations prononcées, procédures en cours, saisies éventuelles? Dans combien de cas la commune s'est-elle effectivement portée partie civile et avec quels résultats? Cette demande vise simplement à éclairer le conseil municipal et les habitants de la commune sur la réalité des actions engagées. Au-delà de la communication publique diffusée au mois d'août, nous vous remercions de bien vouloir apporter des réponses par écrit afin qu'elles puissent être annexées au procès-verbal du Conseil. Donc les réponses vont donc être faites par le chef de la police. Un écrit les accompagne puisque moi j'ai en ma possession l'écrit que tu as fait sur ces réponses et cet écrit sera donc joint, comme vous le souhaitez, au procès-verbal du Conseil. Donc sur les procédures environnement, il faut prendre en compte que ça a nécessité l'achat d'un certain matériel particulier. Dès le mois de février, on a fait l'acquisition de pièges photographiques. Donc c'est des pièges qui sont autorisés. Il n'y a pas de souci, ça ne filme pas, c'est des photographies qui sont prises en compte.
Les principaux sites ont été identifiés très rapidement parce que tout simplement c'est qu'on a un agent ici qui est en place depuis déjà pas mal d'années, donc du coup ça a permis de vite positionner ces différents types de matériel. Il faut prendre en compte que notre territoire, avec le tribunal judiciaire de Valenciennes, est l'un des premiers, on va dire, l'initiateur d'un projet complètement particulier. On a un protocole raccourci avec les dépôts sauvages. Théoriquement, je suis dans l'obligation d'informer mon OPJ de secteur qui va devoir entendre un auteur s'il est identifié, donc ça met énormément de temps, il l'auditionne, donc ça met des fois des mois et des mois, voire des années, pour arriver à une résolution d'affaires. Depuis maintenant 5 ans, avec le tribunal judiciaire de Valenciennes et la CAVM et la CAPH, on a mis en place un protocole raccourci, c'est-à-dire que les services de police municipaux, quand il y en a, ou alors directement un maire, quand il n'a pas de service de police municipale, saisit directement le procureur de la République. C'est une saisie immédiate. Ça se fait quasiment nulle part ailleurs, un peu plus maintenant. Dans ce protocole-là, il a été exploité une capacité un peu particulière du responsable de service de police municipale qui a le droit, par le Code de l'environnement, d'informer un témoin pour l'auditionner. Si on a un témoin, alors je ne vais pas aller chercher une audition de mise en cause, mais une audition de témoin. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très cadrées. Ça répond à un suivi un peu particulier. On est actuellement sur la commune à 5 procédures faites en 10 mois. Sur mon ancienne affectation, ce genre de procédure, j'en ai fait 3 en 5 ans. Ça vous donne une idée un petit peu du volume qui est fait. Ces procédures-là, quand elles sont montées, elles font quasiment entre 20 et 40 pages. Parce qu'il y a énormément de clichés photos à extraire. Nos 2 seuls appareils qu'on a fait l'acquisition ont traité 9000 clichés. Alors ces 9000 clichés, c'est pas 9000 clichés qui sont positifs, c'est 9000 clichés qui sont déclenchés en fonction des allées et venues, des passages. Si j'ai un animal qui passe, forcément, il va être pris en photo. Si j'ai un insecte qui passe, je vais être pris en photo, mais c'est 9000 clichés. 9000 clichés à traiter et à élaborer, c'est énormément long. Donc c'est des procédures qu'on nous demande de faire très rapidement. Donc le tribunal nous demande de faire un devis. Ça demande énormément de partenaires parce qu'après derrière ça, quand vous avez tout le travail de constatation qui est établi, je suis obligé de demander un devis à mes services techniques pour établir un devis chiffré de ramassage, de retraitement. Derrière ça, vous avez forcément un autre partenaire qui rentre en compte, vous avez les éco-gardes. Les éco-gardes qui eux aussi patrouillent sur le secteur, nous rendent compte de certains rapports qui sont vraiment très très bien élaborés et c'est vraiment une chance de les avoir sur le territoire avec eux. Leurs procédures sont aussi jointes aux miennes. Comme ça, le procureur de la République, quand je lui apporte l'ensemble du dossier, il a absolument tout. Quand on a un auteur identifié, forcément c'est beaucoup plus simple. Derrière ça, la police nationale se charge de l'identification. C'est pas à eux d'aller porter la procédure, c'est moi qui vais le faire. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Il n'y a aucun dépôt de plainte qui est fait par la commune. C'est une saisie directe. Donc comme c'est une saisie directe, automatiquement on se porte partie civile. On donne le devis. Le process après, une fois qu'il est remis directement au tribunal, les gens sont auditionnés par le substitut du procureur ou son adjoint. Dans l'idée, la personne est convoquée. Si elle reconnaît sa culpabilité, il y a une médiation qui est mise en place entre les deux parties et nous on est informés ensuite des suites. Si cette personne-là, malgré les preuves fournies, photographiques, les identités au niveau des témoins, donc là j'ai eu une procédure un peu particulière avec une autre victime, parce qu'on a eu un dépôt de plainte d'une victime, plus nous en saisie directe. Toutes ces informations-là, quand elles sont transmises, cette personne-là, si elle refuse de reconnaître sa culpabilité, elle est automatiquement convoquée devant le tribunal. Forcément après derrière, ce qui veut dire le délai de traitement de la justice, mais ça c'est pas notre ressort. Il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là sur les 5 procédures qui sont en cours, j'ai pas encore de condamnation ferme et définitive, mais j'attends les résultats au niveau du tribunal. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos questions, Monsieur Bodichio. Sur le chemin de Hala, j'ai eu un dépôt d'éternite et d'ardoise, peut-être d'éternite. C'est de la compétence de qui ? Actuellement, c'est en élaboration. Il y a logiquement le territoire est privé, donc c'est forcément du domaine des VNF. Voilà.
Forcément, il y a des protocoles, et à un moment donné, quand c'était sur le domaine public, il y avait des ramassages qui étaient organisés par des sociétés spécialisées, parce que forcément, on ne va pas demander à nos agents techniques de manipuler de l'amiante. Ils ne sont pas formés pour, ils n'ont pas l'équipement pour, on ne va pas les mettre en danger. Donc l'amiante, tant qu'elle n'est pas manipulée, elle n'est pas dangereuse. Hein. Et quand elle est immergée, quand elle est dans l'eau, elle est encore complètement inerte. Hein. Donc ça, là-dessus, on est un peu plus en sécurité. Là, sur le secteur, au niveau des VNF, il y a actuellement une réflexion qui est menée avec eux pour savoir comment on peut procéder à ce genre de ramassage-là, parce que ça demande déjà un délai et des équipes particulières, mais aussi derrière, il y a un coût très important. Donc forcément, les services techniques ramassent un peu plus sur cette partie-là pour libérer les voies d'accès, tout simplement. Par contre, toute la partie amiante, actuellement, ça va être amené à bouger et il y aura une réflexion qui sera mise en place et un projet commun. Juste une petite question. On ne peut pas sécuriser l'endroit là parce que... C'est compliqué parce que vous avez une habitation qui est au bout. Oui, non, mais je parle de sécuriser, mais entouré ou quelque chose pour permettre de ne pas y accéder, quoi. Bon, ça serait un demi-mal, quoi. Je ne sais pas, hein, je pose la question. Oui, à l'endroit où il se produit, là, où il y a les ardoises et les toléranites. Ouais, on peut très bien faire trouver quelque chose, mais mettre un moyen avec une bâche, peut-être mettre une bâche quelque chose par-dessus, ça peut être parce qu'on parle de santé publique, on laisse tout ça accès à tout le monde. Il suffit qu'il y a des enfants qui le balancent n'importe où. Il n'y a pas eu d'enfant qui a balancé, entre guillemets, qui a joué avec les ardoises, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, après c'est pas. Oui, non, mais on peut le prendre en compte. Ça peut être possible, effectivement. Est-ce que éventuellement vous pouvez pas sensibiliser justement les VNF sur le sujet d'installer éventuellement le même système de pièges photographiques? Alors là, c'est le travail en commun, c'est la réflexion, c'est l'échange permanent avec eux. Donc après derrière, ça va dépendre aussi de leur partie parce que c'est aussi leur territoire. Donc parce que là, si on découvre pas la personne qui a déposé justement ces déchets, c'est plein pot pour la commune. Je pense que les VNF vont se désengager de ce procédé. C'est leur territoire, donc c'est à eux de gérer cette partie-là. Maintenant, après, on peut trouver des pistes, on peut essayer de trouver des intervenants et des partenaires avec les extérieurs, notamment peut-être avec la CAVM, hein, c'est pas un souci. Sur ce genre de choses-là, c'est qui paye, c'est ça. Exactement, c'est qui ramasse et qui paye. Et qui paye, voilà, c'est ça le problème. Donc là, ça peut rester là une éternité avant que quelqu'un prenne une décision d'enlèvement des déchets. Ça demande énormément de partenaires, donc le temps que tout le monde se mette autour de la table et trouve une solution. Et ça incite aussi les autres à venir déposer justement plus de déchets. Alors c'est pour ça que les pièges photos sont là, et puis grâce à ça, on a pu identifier des personnes. Là-bas, il n'y en a pas, je vous posais la question. Pardon? Il n'y en a pas là-bas. Ah, mais... Ça n'a plus d'intérêt, monsieur, ça rentre pas. Je vous ai demandé si les VNF participaient justement... Non, mais je ne vais pas vous dire où est-ce que sont situés les pièges photos. Enfin, je veux bien vous expliquer la procédure, mais à un moment donné... Donc en bord à canal, propriété des VNF, je suppose qu'il n'y a pas ce type de piège photographique. Eh bien, détrompez-vous, ils sont là-bas. Ok, merci pour l'info alors. Comme ça, vous les avez. Les pièges photographiques sont là-bas. Mais après, ils sont amenés à bouger. Juste une petite remarque. À un moment donné, je suis passé au chemin de halage parce que je devais y passer. Vu la hauteur des débris, ça ne peut pas être une remorque, ça doit être une benne, un camion benne qui doit le déverser parce que c'était à plus d'1,50 m de haut et on ne peut pas. Non, mais ça fait partie des procédures qu'on a identifiées qui sont en cours. Donc on va les traiter avec les VNF. Et vous, par rapport à quoi? C'est le véhicule, vous voulez savoir quel type de véhicule c'était? Non, mais j'ai discuté avec la personne au bout là et bon. La confidence. Lui, il a une idée, mais non, mais c'est informel. Je suis désolée, monsieur Bouticchio, mais là on est dans un conseil municipal et il y a une certaine discrétion à garder sur ces opérations-là et il y a la confidentialité. C'est ce qui compte, c'est la hauteur, donc il doit avoir des gros moyens. Non, mais évidemment que nous on fait le constat comme vous qu'il doit y avoir certains moyens, mais on ne peut pas répondre à votre question directement dans la mesure où il y a le système de confidentialité et de secret professionnel qui doit être gardé. Et effectivement, en plus de ça, on peut vous expliquer les dispositifs qu'on met en place. Après, on ne va pas ouvertement expliquer où est-ce qu'on cache les pièges photos au besoin. Voilà. Vous avez quand même une vision, avec ce type de matériel, une vision quand même assez large, pour prendre la photo vraiment de la plaque du véhicule ou...
Ouais, parce que si le véhicule se positionne d'une certaine façon, enfin d'une certaine manière. On a 9000 clichés. Oui. Bon, ok. Ils sont très payants. Après, c'est pas des caméras 100 balles. Hein. Bien, je remercie Émeric Merci pour l'intervention de Monsieur Émeric. Ouais. et je remercie également Nassar qui est présent dans la salle et qui effectivement fait partie du service de la police municipale qu'on a mis en place. Bien. On va donc maintenant passer aux différentes délibérations du jour. À commencer par la première délibération, une délibération qui concerne le CISPD et l'attribution d'un cofinancement à l'association SEV pour les ateliers de prévention et pour les ateliers de prévention de la radicalisation dans les écoles primaires. Donc la délibération vise à apporter un cofinancement. Vous avez donc l'ensemble des sommes qui sont en jeu sur cette affaire-là. Et donc pour la ville de Fresnes, il s'agit de mettre en place 2 cycles de 10 ateliers et de financer à hauteur de 50%, c'est-à-dire 950 €. Quand on a fait la commission, vous nous avez demandé des détails sur cette association et sur le projet, et donc je vais laisser Madame Nathalie Onis, au-delà de l'aspect purement financier, vous expliquer cette association et le projet qui est en jeu et ce pourquoi nous délibérons ce soir. Nathalie ? Oui, merci. Donc oui, effectivement, financièrement, je vais rien dire. Donc voilà, c'est un travail qui est fait en liaison avec l'association La Fève, SEV, pardon, où on travaille sur tout ce qu'on appelle les compétences psychosociales des enfants, savoir voilà, prendre des décisions, savoir des savoir-être, etc. Donc voilà, il y aura des séances avec les enfants dans l'école. Avant cela, il y a eu ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que beaucoup d'adultes en 2020 ont été formés par rapport à la radicalisation, et puis tout ça en collaboration avec donc le CISPD. Voilà, je sais pas si... il y avait une question qui a été posée sur le retour d'expérience. Est-ce que sur d'autres communes, vous avez un retour d'expérience par rapport à cette association? Alors, retour directement, non, mais voilà, c'est une association, comme elle intervient dans les écoles, qui forcément est agréée au niveau du rectorat. Donc, voilà, on a quand même... c'est clair, toutes les associations, en particulier sur cette thématique, qui interviennent, sont agréées par le rectorat pour intervenir dans les écoles. Merci pour ces explications, Madame Onis. Donc, vous souhaitez demander un complément d'information? Donc, la délibération s'il vous plaît, excusez-moi. Je voudrais savoir si vous avez eu des cas de radicalisation. Je ne peux pas vous donner cette information, monsieur. Je suis désolée, mais c'est comme tout à l'heure avec la police municipale. C'est confidentiel et je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. Non, mais même si vous ne me demandez pas les noms, je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. Je suis tenue quand même à une certaine discrétion dans le cadre de mon rôle d'élu et de mon rôle de maire. Oui, il a mal orienté sa question, mais peut-être un pourcentage, c'est possible. Non, je ne les ai pas de toute façon, les chiffres. Non. Ok. Non, j'ai pas de chiffres. Il y a un référent, il y a un référent radicalisation qui est nommé sur la commune, qui est référent également du CISPD. Donc voilà, c'est traité en lien direct. Voilà. Sur cette délibération, donc je présente cette délibération pour vous demander d'approuver la convention de partenariat avec le SEV, d'accorder la subvention à hauteur de 950 € pour les deux cycles de 10 ateliers qui seront dispatchés au niveau des écoles et des classes de CM1 et de CM2. Et de m'autoriser à signer les papiers afférents à ces démarches. Y a-t-il des questions? Non, on les a posées. Donc, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Hop.
hop. Je passe... Non, j'y suis pas. Non, attends. Alors, la délibération numéro 2, c'est une dotation de solidarité communautaire, et donc je passe la parole à monsieur Rudy Bardi. Merci Madame le maire. Donc c'est une dotation de solidarité communautaire pour la participation de la commune à l'animation et au développement local, la subvention à l'association Les Motards Fresnois. Donc il est proposé au conseil municipal de valider la demande déposée dans le cadre de la DSC de Valenciennes Métropole par l'association Les Motards Fresnois afin d'obtenir une subvention à hauteur de 800 € pour l'organisation d'une manifestation moto et brocante du dimanche 31 août 2025. Voilà, on en a discuté en commission, on a acté le fait qu'on était en retard sur cette délibération et qu'il aurait fallu la passer au précédent conseil. On en a passé tout plein, celle-ci arrive après. Et donc, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 3, c'est sur la création de l'activité accessoire du professeur de guitare au sein de l'école de musique municipale. Madame Magnier. Donc, vu la commission de finances, administration générale, ressources humaines, il est proposé à l'Assemblée de renouveler le contrat du professeur de guitare du 15 octobre au 15 2025 au 15 octobre 2026. C'est un professeur qui fait tout à fait bien son travail et que nous renouvelons d'année en année. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En commission, on avait évoqué le sujet sur ça, mais la réponse sur les caractères accessoires de cette activité ne m'ont pas totalement convaincu. Avec 40 heures mensuelles reconduites chaque année avec une rémunération fixe, on dépasse largement le cadre accessoire. Et pour cause. Le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 encadre strictement ce type d'activité, qui doivent être exercées en dehors des obligations de service et rester ponctuelles et secondaires. Les dispositions des articles 8 à 11 du décret, ainsi que la circulaire de la DGAFP du 11 mars 2020, sont très claires. On est face à un emploi régulier qui aurait dû être déclaré au CDG 59 et formalisé par un contrat conforme. Le présenter comme une activité accessoire, c'est ignorer la lettre et l'esprit du décret. Donc, alors, pour moi, c'est un emploi temps plein. Il a été demandé au CDG qui a dit que ça ne les concernait pas. Je vous ai fait la réponse en début d'année. Moi, ce qui me dérange un peu, là, Madame Magnier, dans cette délibération, parce qu'on lit bien, la personne recrutée au titre de cette activité accessoire percevra une indemnité forfaitaire à hauteur de 950 €. Alors que ce n'est pas une indemnité forfaitaire, ça devient une indemnité journalière. De plus, l'activité débute journalière. Logiquement, ça devrait être une indemnité journalière, pas forfaitaire. Premier point. Deuxième point, l'activité accessoire débute le 15 octobre 2025 pour une année. Donc la question que je vous pose, c'est, le monsieur est en congé, donc vous continuez à le payer quand même. Non, il a droit à ses congés comme tout le monde. Oui, mais il a droit à ses congés. En activité accessoire, il n'y a pas de congé payé. Voilà. Oui, mais c'est lissé sur toute l'année. Il n'y a pas de congé en activité accessoire. De toute façon, c'est pas une question de congé ou de pas congé, c'est une question d'heure. Très concrètement, c'est un agent actuellement qui exerce une activité de fonctionnaire. Donc il est professeur, je crois, dans l'éducation nationale. Donc on a demandé à l'éducation nationale l'autorisation de pouvoir mettre en place une activité et un cumul d'activités accessoires pour la bonne et pure simple raison, c'est que au-delà de son temps de travail, il ne pourrait faire que 3 heures
3 heures s'il était sur un poste permanent. Or, le besoin de la collectivité pour donner des cours de guitare aux Fresnois et aux Fresnoises est de 10 heures. Donc, on a fait le cumul annuel et effectivement, l'activité accessoire est calculée sur cette base-là avec une autorisation bien évidemment du rectorat, c'est ça ? Oui, De l'éducation nationale pour cette activité. Voilà. Donc si n'est pas légal ou quoi que ce soit, nous on a fait avec les documents que le CDG nous a fournis, on a répondu aux exigences du CDG, on a demandé à l'éducation nationale de nous faire de nous confirmer cette possibilité-là, et c'est dans ce cadre-là qu'on passe cette délibération. Voilà. Oui, Madame la maire. Mais on n'est pas dans le cadre d'une activité ponctuelle et secondaire, on est dans une activité permanente. 10 heures par semaine, 40 heures par mois, ce n'est plus une activité ponctuelle. C'est le terme du décret qui... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas moi qui change les décrets, monsieur Boticchio. Je suis vraiment désolée, mais... En sachant que pour un enseignant, le nombre d'heures hebdomadaires, c'est 25 heures pour un temps plein. Oui. Donc là, en fait, c'est un mi-temps. 10 heures, ça revient quasiment à un mi-temps. Bon, bah, c'est bien, mais moi, je ne peux pas, en tous les cas, prendre une délibération pour faire un emploi permanent. Madame Onis. Pour donner une précision par rapport à l'éducation nationale, à partir du moment où on demande un cumul de rémunération, donc l'employeur éducation nationale est d'accord avec l'autre employeur, et là il s'avère que ce soit la mairie, le nombre d'heures est décidé par le deuxième employeur et accepté par le premier. Donc voilà, si nous on a un besoin et que l'éducation nationale autorise son agent à le faire, c'est pas à nous à dire voilà, si le besoin est là pour les Fresnois d'avoir autant d'heures de guitare par semaine, c'est ça qui est important. Après, c'est l'éducation nationale qui a dit oui, et c'est nous qui avons besoin. Enfin, et là, je vois pas pourquoi il y a polémique. Il n'y a pas de polémique. C'est pas une polémique, c'est l'application de l'article. On n'est pas là pour empêcher les cours de guitare, c'est pas ça. Non, c'est la délibération si par elle-même. par elle-même qui pose problème. C'est la délibération par elle-même qui se pose problème. La délibération, je peux pas la changer. Donc moi, je suis d'avis de retirer cette délibération. Non, moi, je la passe au vote. Non, mais... S'il vous plaît, les activités accessoires, elles sont tout fonctionnaire a le droit de faire une activité. Oui, ça on l'a bien compris, Madame Magnier. Non, mais bon. De toute façon, on n'attaque pas là-dessus. Alors, écoutez. Simplement, parce que vous allez payer toute l'année. Écoutez, si on retire la délibération, on prive les Fresnois d'école de musique. Si, parce que je ne pourrais pas le payer sans délibération. Donc, à partir de ce moment-là, je propose de passer la délibération et je demande au conseil municipal de s'exprimer. Qui est contre ? On dira que vous... On comprend rien, il faut comprendre les lois quand même. On comprend rien, mais si on comprend tout, Naïma, on comprend tout. Sauf que toi, tu l'as peut-être pas lu la délibération. On se calme, et je vous signale que si vous avez une intervention à faire, vous demandez la parole. Merci. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, la 4e délibération, c'est une délibération qui est inhérente à la commande publique. Et notre adhésion à la centrale d'achat Cap Territoire. Donc une centrale d'achat, c'est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente au bénéfice des acheteurs l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes. Premièrement, l'acquisition de fournitures ou de services. Et deuxièmement, la passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Alors, considérant que l'adhésion est gratuite et sans engagement, et qu'il n'y a aucune incidence sur le budget communal et qu'elle offre la possibilité de bénéficier de prestations à des tarifs déjà négociés, en évitant des procédures de marché public plus longues et plus complexes, considérant que la convention d'adhésion est établie pour une durée de 12 mois à compter de sa signature, je vous demande donc
Et considérant aussi que Cap Territoire respecte strictement les dispositions du Code de la commande publique, je vous demande donc d'approuver la commission d'adhésion à la centrale d'achat Cap Territoire. C'est une question que je pose. Après, je ne sais pas, Madame le maire, mais est-ce qu'il n'aurait pas été utile aussi de voir aussi avec les communes aux alentours, c'est-à-dire vu Condé, pour justement profiter de ce principe pour tirer encore les prix au niveau de la commande? Alors, il y a un schéma de mutualisation qui est mis en place par Valenciennes Oui, ça, oui. Métropole et qui fait que Mais là, c'est un sur nouveau la schéma. Tu peux finir ma réponse? Et qui fait que sur l'ensemble de l'agglo et sur certaines thématiques, il y a des commandes de groupement, etc. Ici, qu'il y ait 3 communes qui adhèrent à Cap Territoire ou qu'il n'y en ait qu'une, c'est exactement les mêmes tarifs. Les tarifs, ils sont déjà négociés par avance pour que les villes, justement, bénéficient de tarifs adaptés. Donc, on ne fera pas poids à porter cette solution de manière donc chaque intercommunale. commune négocie de son côté. Ouais. D'accord. Non, c'est pas qu'elle négocie, c'est Cap Territoire qui négocie les prix. La commune, elle adhère ou elle adhère Oui, pas. ça je comprends. Voilà. Mais chacun est libre de... C'est pas nous qui négocions. Nous, on adhère parce que, comme Cap Territoire négocie des Ouais, j'ai prix, compris. ça nous permet Je pensais que c'était une possibilité. Non. Je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? D'ailleurs, il n'y a personne qui est pour. Vous ne suivez pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 5, elle est ajournée. On va passer à la délibération numéro 6, avec la mise en vente par la commune de l'habitation 390 rue Benoît-Monfroy. Et donc, il s'agit de proposer au conseil municipal la mise en vente du logement qui a été acquis par la commune en 2008. La délibération, c'est un logement d'une surface habitable de 85 mètres carrés et 102 mètres carrés avec la cave, le grenier aménageable et les dépendances. La commune négociera la cession au mieux de ses intérêts. Il a été estimé par le service des domaines un montant à 41 000 € avec une marge d'appréciation possible de plus ou moins 15%. Donc, au regard de ces éléments et de l'estimation des domaines, on vous demande la mise en vente de cette propriété et de verser après la recette correspondante, si toutefois il y a vente, sur le budget de fonctionnement de la collectivité et de m'autoriser à signer les actes préparatoires à ce dossier. Madame le maire, il y a un fait étonnant quand même dans cette délibération. Il est indiqué que la recette serait versée au fonctionnement. Or, une cession immobilière, c'est une recette d'investissement contre 775, pas de fonctionnement. Sommes-nous en difficulté financière qu'il faille maquiller une vente d'immeubles sur ces Non, je recettes de maquille rien fonctionnement? du tout, il y a des systèmes de comptabilité. Je vais parler fort, le contenu de l'article 775 est un article de fonctionnement, déjà. Et les subtilités des finances publiques font que lorsqu'on établit en début d'année le budget pour inscrire d'éventuelles recettes de cession, on les inscrit sur une section A, pour faire simple, et à la fin de l'année, on nous demande de la basculer sur les sections B pour faire la régularisation. Personne n'y comprend rien, mais c'est ainsi. Donc c'est de la subtilité comptable. On inscrit en fonctionnement, on perçoit un investissement et on régularise. Donc c'est à chaque fois comme ça, monsieur Botic. J'ai entendu, c'était suffisant. Merci. Bien. Donc je mets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils s'abstiennent? Ah, j'ai pas vu. Alors, on va passer à la prochaine délibération. Donc je vais exposer la délibération, ensuite j'exposerai la demande que vous avez faite de communication de pièces et
on aura une discussion, je suppose, sur le sujet. Donc, il s'agit dans cette délibération de la cession de l'immeuble communal qui est au 2050 rue Edgar Laubry, cadastré AK 173, 175 et 176. Donc, je rappelle la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2020 approuvant la mise en vente de l'emprise du site des anciens établissements Barry au 2050 rue Edgar Laubry, avec comme objectif poursuivi d'y implanter une activité économique permettant de maintenir ou de créer des emplois sur la commune. Donc je rappelle également que cet immeuble consiste en un terrain supportant un hangar double d'environ 2600 m², édifié sur une dalle de béton partielle, une structure métallique, cloisonnement partiel en bardage métallique, toiture bac acier et tôle translucide. Une partie en façade est fermée par un mur en parpaing. Le terrain est accessible d'une part par la rue Edgar Laubry et d'autre part par la rue Jules Beaulieu. Et le terrain est encombré de gravats et de matériaux. Donc, comme décrit dans le dernier avis des domaines en date du 7 février 2025, le bien d'une constance initiale de 9265 m² a fait l'objet d'une précédente évaluation en 2022 pour une valeur de 210 000 avec une marge possible de plus ou moins 15%. Une superficie de 200 m² correspondant à l'emprise aux abords de la friterie a été détachée de cette parcelle et reste à la propriété de la collectivité. En l'absence de modifications concernant la nature du bien en cause, et compte tenu de la modification de la contenance de l'immeuble ICD, la valeur vénale de cet ensemble immobilier peut donc être actualisée aujourd'hui à 200 000 € avec une marge possible de moins 15 et plus 15%. Sur l'emprise des parcelles cadastrées, il est prévu donc de diviser en 10 cellules d'une surface comprise entre 198 m² et 355 m² destinées à être louées à des entreprises. Et chaque cellule comporterait un espace de stockage, un espace de bureau et un sanitaire. Le prix proposé est de 170 000 € avec condition de nettoyage du terrain par la collectivité. Il est donc précisé que la petite parcelle de 141 m² qui concerne la friterie resterait propriété de la commune. La présente délibération demande donc d'approuver la cession des parcelles communales et de vendre à monsieur Klimzak Steven, qui est gérant de la SCI Hermès, et de décider que l'acte de cession comprendra une condition particulière d'usage, la vente ayant été décidée dans la mesure où l'acquéreur s'est engagé à réaliser un projet de création de cellules destinées à la location des d'entreprises. Donc ça sera stipulé dans l'acte notarié. Et les frais afférents à cette cession seront à la charge de l'acquéreur. Et la délibération vous demande donc de m'autoriser à signer tout document et acte afférent à cette vente. Ça, c'est le corps de la délibération. Sur cette délibération, vous nous avez fait part par écrit de votre compte-rendu de commission que j'ai ici, et vous nous avez fait un courrier où vous demandez la communication de pièces d'avis des domaines et des dossiers de saisine pour la délibération, et donc vous m'indiquez que conformément à l'article 21-13 du Code général des collectivités territoriales et à l'article 1311-9 du même code relatif aux évaluations domaniales, vous sollicitez la communication des pièces suivantes relatives au site dit Barry. Vous me demandez donc la courrier de saisine émis par les services de l'urbanisme au domaine pour les évaluations réalisées en 2010, le 30 novembre 2020, le 27 juin 2022 et le 7 février 2025. Les avis complets correspondant
des domaines, incluant les descriptifs et les éléments ayant servi à la fixation des valeurs. Donc ces documents, puisque vous considérez que ces documents sont indispensables pour préparer en connaissance de cause la délibération numéro 7 du conseil municipal d'aujourd'hui. Donc ces documents vous ont été fournis. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole puisque je suppose que vous allez la prendre. Et j'ai abordé deux sujets dans cette délibération. La première, c'est, on l'avait vu en commission, j'avais soulevé des moyens de publicité pour les ventes des biens communaux et du domaine privé. C'était les délibérations 5, 6, 7. Les réponses obtenues m'ont laissé quelque peu perplexe. Bulletin municipal, Le Bon Coin, des affiches sur place et même, je cite, on le met aussi par téléphone, autrement dit un relais informel. Cette forme de publicité ne garantit ni la transparence ni la mise en concurrence réelle, surtout si elle se limite à des annonces ponctuelles ou locales. Il est impératif de respecter une publicité adaptée pour les moyens du domaine privé, notamment lorsque la valeur excède 20 000 €. L'instruction de la DGCL de 2016 insiste sur la nécessité d'une publicité suffisante pour garantir une mise en concurrence équitable et une valorisation correcte du patrimoine communal. En l'état, se contenter de dire Internet, Le Bon Coin ne constitue ni une publicité sérieuse, ni équitable. Et la jurisprudence est tout aussi claire sur ce point. Conseil d'État, novembre 2009, Cour administrative d'appel de Bordeaux, février 2013, où il stipule les résultats de ces jurisprudences imposent, pour les cessions de biens du domaine privé, une publicité suffisante de mise en concurrence effective, en particulier lorsque la valeur estimée des biens dépasse 20 000 €. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a discuté en commission sur les moyens de mise à disposition de la publicité pour les éventuels acquéreurs, est loin des recommandations du Conseil d'État et de la Cour administrative de Bordeaux. Donc, pour en revenir, ceci étant, je vais embrayer sur la délibération qui nécessite plusieurs points de clarification. En commission, Madame le maire et Monsieur le DGS ont indiqué qu'il n'existait aucun autre document que l'offre initiale valable jusqu'au 31 août. Or, la délibération évoque désormais une nouvelle offre de la SCI Hermès datée du 2 octobre 2025. Ce n'est pas une prorogation, mais une nouvelle offre. Transmise après l'expiration de la première, 31 août, cette dernière est devenue caduque le 1er septembre. Juridiquement, cela change tout. La délibération ne peut pas valider une offre qui n'existe plus. Dès lors, soit nous délibérons sur une offre échue, donc sans valeur juridique, soit sur une offre nouvelle qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle procédure. Dans les deux cas, cette cession s'écarte clairement du cadre légal prévu par le CGCT. S'ajoute la question du nettoyage et de la dépollution. La délibération prévoit que ces frais resteraient à la charge, comme cela a été indiqué, sans qu'aucune expertise ni chiffrage précis n'ait été fourni. Autrement dit, nous votons une délibération incomplète, sans connaître le coût réel pour la collectivité. Les projets mentionnent aussi la création de 10 cellules d'activité avec une clause résolutoire assortie de pénalités. Mais, au regard des enjeux, il serait prudent aussi d'ajouter une clause de détournement d'usage afin de permettre à la commune d'annuler la vente si le projet s'écarte de son objectif initial. Enfin, il faut replacer cette décision dans son ensemble. La commune revend un bien avec une moins-value que notable, tout en conservant à sa charge les éventuels frais de nettoyage ou de dépollution. Les arguments avancés, le site est dégradé, le temps passé, il faut vendre vite, traduisent davantage une forme de résignation qu'une volonté de valorisation. Gérer une commune, ce n'est pas seulement constater les difficultés, c'est anticiper les risques, sécuriser les opérations, préserver le patrimoine. Cette absence d'anticipation fait peser un risque réel financier sur une recette est affichée, mais les charges à venir pourraient vite en réduire la portée, voire l'annuler.
Et ce n'est pas un cas isolé. Chaque fois qu'un bien connu mal se dégrade, faute d'entretien ou de sécurisation, on finit par le brader et par dire qu'il est trop tard à remettre en état. À force, on se demande si c'est devenu une méthode de gestion ou plutôt un simple oubli. En conclusion, on dit souvent qu'un verre est vu à moitié vide ou à moitié plein. Pour ma part, je préfère regarder des deux côtés du verre, ce qui entre et ce qui risque de sortir ou pas. Car dans toute opération de cession, il faut examiner à la fois les recettes affichées et les charges, contraintes ou risques qui l'accompagnent. C'est seulement ainsi que l'on peut juger si les intérêts de la collectivité sont vraiment défendus. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je prends acte de votre déclaration. Je tiens à vous signaler que, conformément à ce qu'on avait vu en commission, on a demandé à M. Klinzak de nous confirmer son offre, ce qui a été fait. Vous jugez que, j'ai bien compris, c'est une nouvelle offre et que, bon, on fait comme on veut, vous jugez comme vous voulez. Ça va. Sur la clause de détournement, effectivement, c'est une clause qui peut apparaître dans l'acte notarié. On y regardera et on fera en sorte que ça puisse apparaître. Vous oubliez d'autres choses que vous m'avez demandé. Bon. Je pense que vous me faites des belles leçons. Je vais répondre et après vous vous exprimerez. Je pense que vous me faites une belle leçon de comment vous allez gérer futurement la commune et j'en prends acte. Et donc, c'est votre façon de voir la gestion de la commune. Et donc, pour l'instant, la délibération, on a pris quand même acte de ce que vous nous avez demandé. On n'a pas tout fourni les éléments, effectivement, parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais nous pensons que nous sommes en mesure aujourd'hui de passer cette délibération, donc nous passerons cette délibération. Je vous en prie. Oui. Si j'ai demandé les éléments des domaines des années passées, c'était pour voir la cohérence entre les prix qui ont été estimés et les prix remis par le domaine. C'était simplement pour ça, pour voir la cohérence. Et il me semble logique qu'un conseiller puisse demander des éléments qui lui permettent de juger à bon escient. Je ne reviens pas sur le fait que vous demandiez des éléments ou pas, quoique au niveau des services, c'est quand même du temps de travail qui est assez important. Mais ceci étant, effectivement, vous avez raison, vous pouvez demander les éléments. Et pour une fois, on a été soft, on vous a tout fait en temps et en heure et on vous a tout envoyé. Donc voilà. Donc je clôt ce débat, puisque nous ne sommes pas d'accord sur le fond, voilà, ni sur la forme d'ailleurs. Donc voilà. Moi, la question que je voulais vous poser, Mme le maire, on touche toujours la taxe professionnelle sur Bari ? Non. Logiquement, si. Bah non. Puisque l'activité... c'est plus l'agglo qui y perçoit. Non, mais non, on taxe éventuellement... Avoir validation au niveau de l'agglo pour la taxe professionnelle, la commune de Fresnes percevait la taxe professionnelle de Bari et de Spiro Gilles. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Non, mais il n'y a plus d'activité sur Bari. Oui, donc mais vous touchez toujours la taxe professionnelle. Non. Je vous dis que si, moi. C'est l'enveloppe totale. Oui, mais... ça m'énerve cette mouche. Bon, de toute façon... on paye aussi les impôts fonciers sur ce terrain-là. Donc, on peut regarder les pour et le contre. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Je mets aux voix cette délibération... Qui est contre ? Qui est contre ? Ok. Qui s'abstient ? Pardon. Ok. Une seule ? Une abstention. Hein ? De quoi ? Non, je demandais combien il restait des délibérations. Ah bah, il faut être patient. Il faut répondre aux différentes questions. Alors, la délibération numéro 8, c'est une délibération concernant la caisse d'allocation familiale et l'adhésion à la prochaine convention territoriale globale. Donc, la convention territoriale globale traduit les orientations stratégiques définies par la collectivité et la caisse d'allocation familiale du Nord en matière de services aux familles. Cet engagement vise à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et à favoriser l'émergence d'une démarche de projet à l'échelle
intercommunale. C'est pas un sujet intéressant. La convention territoriale globale couvre, dans la plupart des cas, les domaines d'intervention suivants: l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits, l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement et le handicap. La CTG matérialise également l'engagement conjoint de la CAF du Nord et de la collectivité à poursuivre leur appui financier au service des familles du territoire. L'année 2025 marque le renouvellement de cette CTG entre la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et la CAF du Nord, consolidant ainsi notre engagement mutuel et renforçant nos actions sur des champs d'intervention partagés au service des usagers. Il vous est donc demandé, au travers de la validation de cette convention globale d'animation territoriale, d'acter l'engagement de la commune sur la CTG pilotée par la CAF du Nord sur les 5 années à venir, donc du 1-1-2025 au 31-12-2029. Voilà. Y a-t-il des questions au sujet de cette convention? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Voilà, qui clôture, pas le conseil municipal, mais au moins l'ordre du jour du conseil municipal. Et je vais faire lecture de la question qui m'a été posée par écrit. Donc, une question écrite sur les travaux de rénovation de la rue Jean Jaurès, sur les malfaçons et les inquiétudes des habitants. Madame le maire, de nombreux habitants nous font part de leur mécontentement concernant la rénovation de la rue Jean Jaurès. Pavés qui bougent déjà, plaques de regard abîmées, trottoirs dangereux pour les piétons et une chaussée déjà irrégulière. Les remarques formulées directement par les riverains, tout comme les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, traduisent une inquiétude réelle quant à la qualité des travaux réalisés. Ces défauts concernent des zones déjà déterminées et rendues à la circulation, aussi bien pour les véhicules que pour les piétons. Dans ces conditions, il n'est plus possible de se retrancher derrière l'argument selon lequel le chantier serait simplement en cours. Les problèmes signalés concernent les parties censées être achevées. Même si Valenciennes Métropole est maîtrise d'ouvrage, vous restez l'interlocutrice des Fresnois et leurs représentantes auprès des services métropolitains. Ainsi, pouvez-vous nous indiquer quelle démarche vous avez engagée pour que ces défauts soient repris et surtout pour que les habitants soient rassurés sur la qualité et la durabilité de cet aménagement? Alors, je vais vous faire une réponse qui est relativement brève, dans la mesure où les inquiétudes qui sont relevées par les riverains et largement relayées par les réseaux sociaux, vous avez raison, relèvent d'une technicité dont ni moi, ni les membres ici du conseil municipal, en tous les cas de la majorité, n'avons la maîtrise, même si, effectivement, nous avons également constaté des désordres. D'accord ? Pour rappel, le chantier de la rue Jean Jaurès relève, comme vous l'avez dit, de la maîtrise d'ouvrage de Valenciennes Métropole. Et le suivi du chantier est donc effectué par les ingénieurs de Valenciennes Métropole, en lien évidemment avec les services de la commune et les services d'aménagement. Pour rappel également, et malgré ce que vous dites, la réouverture à la circulation et au stationnement ont été faites pour la rue Jean Jaurès. Mais les travaux de cette phase ne sont ni terminés, ni réceptionnés. D'accord ? Donc s'ils étaient réceptionnés, on pourrait dire qu'effectivement c'est clos. Mais ce n'est pas réceptionné. Et donc, nous sommes intervenus et nous intervenons régulièrement auprès et en lien avec les services de Valenciennes Métropole pour qu'il y ait des travaux de reprise qui soient faits quand on constate les désordres. Donc, des reprises ont d'ores et déjà été programmées et Valenciennes Métropole nous assure du suivi constant jusqu'à parfaite réalisation des ouvrages. Le chantier et la fin du chantier est prévu au deuxième trimestre de l'année 2026 et les travaux sont encore garantis après.
Donc, je suis très heureuse de voir que beaucoup de nos concitoyens possèdent des qualités en matière d'aménagement, allant de la dégradation du simple pavé à l'alignement des trottoirs, mais nous allons laisser le soin, pour le moment, aux équipes professionnelles de faire leur travail, et aux entreprises, bien évidemment, de faire leur travail et de nous prouver leurs compétences. Alors voilà, ma réponse ne vous satisfait peut-être pas, mais en tous les cas, elle vous invite à faire preuve de patience puisque ce chantier n'est pas terminé. Et donc, je voudrais quand même vous dire que la suspicion permanente de la compétence de nos services invite l'équipe municipale à penser qu'il est plus simple quand même de se noyer dans des débats très techniques plutôt que sur les projets et les orientations politiques de notre commune. Et il me semble que c'est un peu regrettable. Voilà. Le personnel, mais la question que je vous pose, moi, est-ce qu'il y a des conventions qui ont été justement signées, vous parlez de Valenciennes Métropole, mais on peut aussi parler du département. C'est une route départementale. De quoi? Est-ce qu'il y a des conventions qui ont été signées? Vous évoquez le Valenciennes Métropole. Certes, c'est passé d'intérêt communautaire auprès de Valenciennes Métropole qui l'a validé, mais il y a une route départementale. Donc demain ou dans 4-5 ans, il y a des problèmes sur la route. Les conventions, elles sont en train d'être réceptionnées, elles sont en train de passer aux actes de signature des différents partenaires, etc. Et dès qu'elles seront signées, si vous voulez, on vous les fournira. Non, c'est pas ce que je demande. La question n'est pas là. La question que je vous pose, c'est demain. Vous signez la convention, ok, c'est validé, c'est acté, on réceptionne les travaux, et dans 3-4 ans, je veux dire, il y a des problèmes sur la route. Qui paye? Ah bah, de toute façon, on se retournera vers le prestataire en question. Hein. Si c'est des désordres qui sont sur la départementale, on se tournera vers le département. Tout dépend ce qui est noté dans les conventions, justement. C'est ça le problème. Ouais, on va vous faire part de ces conventions. Il y a des assurances et des garanties comme dans tout marché. Travaux publics. Je sais pas. Je pense que ça sera plein pot pour la commune. Tout dépend ce qui est notifié dans la convention, justement. Donc à vérifier, parce que sinon ça va se retourner. On va vérifier, monsieur Zaramba. Et ça va coûter un bras pour la commune. On va vérifier et on vous donnera... Mais ça va coûter un bras à la commune si on ne gère pas de façon correcte la fin du chantier. Or, jusqu'à présent, les services d'aménagement et les services de Valenciennes Métropole se chargent de gérer ce chantier correctement, à l'appui d'élus qui participent également aux réunions de chantier. Et croyez-moi que des reprises et des malfaçons, on en a demandé et qu'elles sont en train d'être programmées. Donc on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion de voir si oui ou non la satisfaction est pleine et entière. Mais en tous les cas, moi, aujourd'hui, maire de Fresnes, je suis désolée, mais je pense que le conseil municipal, enfin la majorité me rejoindra. Je ne suis pas en capacité, parce que je n'ai pas cette compétence technique de vous dire, voilà, la rue Jean Jaurès, elle est mal faite. Ceux qui disent sur Internet que c'est sur un lit de sable, non, il y a eu un enrobé avant. Ça, je l'ai constaté, je l'ai vu de mes yeux vus, tout le monde l'a vu, etc. Oui, donc, on sait les dérives, on connaît parfaitement les dérives d'Internet, etc. C'est pas des dérives, c'est une constatation. Mais bien sûr, parce que vous êtes au fait... Quand on voit la réalité du terrain, Madame le maire, on se rend compte tout de suite qu'il y a des malfaçons. Mais moi aussi, et je ne les ai pas niés. C'est qui va payer demain? Est-ce que c'est le contribuable fresnois qui va devoir payer les réparations futures? Eh bien écoutez, on va regarder dans les conventions, on vous enverra les conventions, vous vérifierez les conventions, et puis on fera en sorte que cette rue soit réceptionnée en parfait achèvement comme le demande Valenciennes Métropole. Oui, mais ça peut être réceptionné. C'est effectivement, vous l'avez cité. Non, c'est pas réceptionné quand c'est pas bien. C'est fini, vous réceptionnez. Mais ce que je vous pose, et vous me rejoignez sur le sujet, c'est au niveau de la convention, bien regarder la convention. C'est tout, parce que demain, la mairie, elle sera amenée à réparer sur le compte, pas sur le budget communal. Oui. Elle ne sera pas amenée à réparer si on fait un chantier en parfait état d'achèvement. Voilà, merci. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je le sais, et je vous ai dit aussi que le chantier n'était pas achevé. Bien. Madame le maire. Juste une petite remarque. Oui. Ce que vous avez dit là en réponse à mon courrier, pourquoi n'avez-vous pas communiqué ce que vous avez dit? Parce que je ne réponds que très peu sur les réseaux sociaux. Et parce que ça nécessitait quand même une réponse de la part de... Je ne m'exprime
pas sur les réseaux sociaux d'une part, et d'autre part, s'il y a une communication à faire, j'attendais ce soir le résultat du conseil municipal, et suite au conseil municipal, on fera une communication, et la communication que je fais là, je vais la diffuser, elle sera diffusée sur le site de la ville de Fresnes, en réponse aux interrogations de nos concitoyens. Moi, Madame le maire, sur une question, c'est vrai que c'est pas une question écrite, mais juste pour avoir une information réelle, si je peux vous la poser. Lors de la commission fête et cérémonie, pour l'organisation du repas des aînés, un traiteur local avait été validé. Donc, je parle de délicate. Et puis, revirement de situation, la commission valide un prestataire extérieur plus cher, la flambée. Or, le 14 mai, vous repreniez sur votre page Tenons le cap la publication suivante. J'aime mon commerce local. Pourquoi ce revirement ? Est-ce pour un but électoral ? Est-ce une raison personnelle ? Nous vous posons la question car les Fresnois méritent de savoir si l'argent public est utilisé dans l'intérêt général et non pour les choix opaques. Bien, alors sur cette question, je vais être très claire. La commande n'a pas été faite. Il y a eu une demande de menu qui a été demandée à Délicate. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mais je ne participe pas à la commission fête et cérémonie, donc Madame Fauveau pourra approuver ou pas mes propos, mais de l'explication qu'on a eue, puisque j'ai rencontré Madame Fauveau à ce sujet-là samedi matin, effectivement, il y a un autre choix qui a été fait sur un autre prestataire, qui a été fait en commission fête et cérémonie, sur laquelle l'ensemble de la commission a acté la prise de ce nouveau prestataire, enfin de ce prestataire. Alors la facture effectivement est plus onéreuse, ceci étant les services ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que il vient, la vaisselle est, enfin on n'a pas de problème de vaisselle, on n'a pas de problème de transport, les agents des services techniques ne sont pas sollicités pour apporter, etc. Enfin je ne sais pas quelle est l'organisation habituelle, enfin l'organisation qui avait été faite l'année dernière. Donc le surcoût est lié aussi à une différence de prestation et Madame Fauveau, si vous voulez rajouter des éléments, moi j'en ai pas d'autres à rajouter. Si. On n'a jamais validé la première prestataire qui était Délicate. On a fait appel à plusieurs devis. Et puis, en commun accord avec les membres de la commission, on a effectivement ensuite validé, puisque c'est clé en main, le traiteur de la flambée. Moi, je vais vous contredire, c'est pas ce qui m'a été dit. À la base, c'était bien Délicate, donc un commerce fresnois. Délicate qui avait été choisi, je vous le rappelais. J'ai ici les membres de la commission, je pense que... Vous me laissez finir, Madame Fauveau. Oui. En période de travaux, il est d'utilité d'aider quand même le commerce de proximité. Alors que vous partez sur... Monsieur Zaramba. Laissez-moi finir. Vous partez sur une... Non, je vous laisse pas finir. D'un prestataire plus cher, c'est ça. Alors, je vous interromps, vous parlez de la partie technique où il faut mettre des moyens, le monsieur vient avec des moyens, alors que l'année dernière... Le personnel, ça coûte cher aussi, Monsieur Zaramba, mais je coupe ce débat. Je coupe ce débat parce que de toute façon... ça vous dérange. Vous allez solliciter les services techniques. J'avais su, je ne vous aurais pas donné la parole. Oui, ça vous dérange. Tout simplement. Quand ça vous dérange, vous coupez la parole. Non, je ne coupe pas la parole. Loin de là. Vous savez, il y a des maires qui appuient sur le bouton pour arrêter carrément le micro. Plus cher qu'un prestataire. Merci et bonne soirée à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée.